d'Ormesson. La matinale de Radio Classique avec David Abiker. Et Luc Ferry, notre esprit libre du lundi à 9h moins quart sur Radio Classique. Luc, vous avez entendu Gad Elmaleh parler de Saint-Augustin. Pourquoi faut-il lire Saint-Augustin ? Ou aller voir Gad Elmaleh à la Sainte-Chapelle le 26 décembre. L'un ou l'autre. Mais pourquoi Saint-Augustin, c'est important ? Pourquoi tout le monde en parle de Saint-Augustin ? Bon, d'abord, j'aime beaucoup Gad Elmaleh. Je le trouve formidable, je le trouve extrêmement drôle et intelligent. Donc, ça m'intéresse ce qu'il pense à la fois du judaïsme et du christianisme. Et Saint-Augustin, il y a quelque chose qui est absolument passionnant dans les confessions. Il y a beaucoup de choses, mais ce qui est vraiment, je trouve, le plus génial, c'est que Saint-Augustin reprend un thème qu'on pourrait croire aussi bien bouddhiste que stoïcien, le thème du non-attachement. Ne vous attachez jamais à ce qui est mortel. S'attacher à quelqu'un, Pascal le dira de la même manière, s'attacher à quelqu'un qui est mortel, c'est de la pure folie. C'est ce que disent aussi bien les stoïciens, les bouddhistes. Par exemple, Épictète dit, lorsque tu embrasses ton enfant, dis-toi qu'il peut mourir exactement comme la coupe que tu as laissée tomber par terre et qui s'est cassée. Il t'a été donné, mais pas pour toujours. Il est mortel. Ne t'attache jamais à un mortel. Mais quand le Christ dit aimez-vous les uns les autres, il encourage l'attachement. Pas du tout. Ah bon ? Non, c'est pas ça. Ce qui est génial dans la théorie de Saint-Augustin, c'est ce qu'il appelle l'amour en Dieu. À partir du moment, et c'est la philosophie du mariage chrétienne, donc ne s'attachez jamais à des choses mortelles, mais on peut s'attacher à ce qui est immortel. Parce que ce qui est immortel ne passe jamais. Heureux, dit Saint-Augustin, je cite de mémoire, je l'ai pas sous les yeux, j'avais pas préparé, mais heureux, celui qui aime votre ami en vous. Celui qui aime votre ami en vous, car il ne le perd jamais. Et donc l'idée, c'est que si on s'attache à ce qui, dans la personne humaine, est immortel, l'âme, mais ça, le corps en fait partie d'une certaine manière. La théorie du corps glorieux est très intéressante, parce que le corps lui aussi est immortel. Les retrouvailles sont corps et âme dans la théologie chrétienne. Et donc, il ne faut jamais s'attacher à ce qui est mortel. Donc là, on retrouve des thèmes qui ressemblent vraiment à ce que disent les stoïciens et les bouddhistes sur le non-attachement. Mais en même temps, si tu t'attaches, mon cher David, à ce qui est immortel dans la personne que tu aimes, alors tu ne la perdras jamais. D'où cette phrase « Heureux celui qui vous aime en vous, celui qui aime son ami en vous. » Et en vous, c'est Dieu, évidemment. C'est impossible pour un père et un époux de ne pas s'attacher à ses filles, à sa femme. Évidemment. Et avec un attachement presque animal et qui, effectivement, n'a strictement rien à voir avec ce que préconise Saint-Augustin. C'est difficile. C'est pour ça que le deuil est atroce. Ben oui. Pour les non-croyants, le deuil est absolument atroce et c'est le grand problème des sociétés laïques, des sociétés qui ont perdu la foi, ce qui est largement la nôtre aujourd'hui, c'est que nous nous attachons évidemment à ceux que nous aimons et en particulier à nos enfants, à nos femmes, à nos enfants, à nos maris, etc. C'est à nos frères et sœurs, à ceux que nous aimons. Mais évidemment, si nous n'avons pas la foi, l'attachement est pure folie d'une certaine manière parce que le deuil devient quelque chose d'absolument insupportable pour les non-croyants. Fallait-il s'attacher à l'Amérique ? Je vous pose la question parce que depuis quelque temps, l'Amérique nous envoie des signaux incroyables. L'Europe qui était fascinée par l'Amérique, par sa protection, par sa culture. Et Donald Trump n'arrête pas de nous envoyer des signaux où il nous dit l'Europe que j'ai connue va être submergée par l'immigration. Elle est en train de perdre ses valeurs. C'est le déclin civilisationnel. C'est le sens de ce document publié par la Maison-Blanche vendredi. Fallait pas aimer l'Amérique, nous dit en creux ce document. Je trouve ce document absolument excellent. Je trouve qu'il n'y a que la vérité qui blesse et je trouve que Trump a évidemment raison de nous envoyer ça parce que c'est le seul moyen de nous réveiller. Regardons les choses objectivement. Nous avons perdu la souveraineté numérique. Tout ce qui est messagerie est aujourd'hui américain. Tout ce qui est intelligence artificielle est américain. Nous avons perdu la souveraineté militaire. 75% des armées européennes sont équipées de F-16, de F-35, de missiles patriotes, donc d'armes américaines. Nous sommes en pleine dénatalité. Donc 1,5 enfants par femme en moyenne dans l'ensemble de l'Union européenne. Nous avons perdu la compétitivité face à la Chine, y compris dans des domaines dans lesquels nous étions très supérieurs jusqu'à il y a peu de temps, c'est-à-dire l'aviation, l'automobile, les machines-outils par exemple. Et nous sommes incapables de faire la guerre autrement que jusqu'au dernier Ukrainien, c'est-à-dire par l'intermédiaire d'autres personnes que les personnes européennes, en tout cas de l'Union européenne. Et donc ce que nous dit aujourd'hui Trump, c'est extrêmement désagréable. Donc évidemment, ça suscite des réactions de rejet en disant mais de quoi il se mêle, etc. Mais c'est totalement
absolument salutaire. C'est le seul moyen de se réveiller. Il y a deux moyens de se réveiller. Lire le rapport Draghi et écouter ce que disent les Américains sur le déclin de l'Union européenne. C'est très utile. C'est très utile. Est-ce qu'on écoute Trump ? On s'est réveillé ? Pour l'instant, pas. On est encore au lit. On est encore sous tranquillisant. Voilà. Quand Emmanuel Macron rentre de Chine, au lieu de réfléchir à la compétitivité des produits européens, on se dit qu'on va faire comme Trump, on va faire des droits de douane. Et autrefois, quand un président rentrait de Chine, il rentrait avec des contrats. On avait fait des contrats pour l'automobile, pour l'aviation, pour les armes, pour les machines-outils. Par exemple, en Allemagne, on vendait beaucoup de machines-outils à la Chine. Aujourd'hui, on va rentrer avec un panda. Voilà, donc c'est-à-dire que le président chinois se moque de nous, tout simplement. Donc il reçoit, évidemment, très convenablement Macron, mais quand Macron rentre, il a absolument rien rapporté, sauf l'idée de faire des droits de douane. Donc faire des droits de douane, très bien, moi je suis pas contre. Le problème, c'est que les mesures de rétorsion peuvent être assez grandioses, mais surtout, le problème qui se pose. Et on a perdu la souveraineté alimentaire aussi. Parmi toutes les souverainetés que j'ai évoquées, la souveraineté alimentaire a été le déficit commercial. On est aujourd'hui à 0, mais le déficit commercial alimentaire de la France se profile pour l'année prochaine. Donc on est compte. Souveraineté militaire, souveraineté numérique, souveraineté alimentaire, immigration totalement incontrôlée, dénatalité, évidemment que l'Union européenne est en plein déclin et que c'est absolument désolant parce que la civilisation européenne, David, c'est la révolution scientifique au XVIIIe siècle, les Lumières. Cette révolution scientifique, elle va avec la naissance de la démocratie parce que la science traverse les classes sociales et les frontières. La science est démocratique. Elle est profondément démocratique, par essence. D'ailleurs, c'est ce que lui reproche Nietzsche. Il dit la science est roturière. Mais évidemment mais c'est très bien. C'est ça qui est magnifique. C'est l'émancipation des femmes. Et donc, tout ça risque d'être balayé parce que nous avons perdu toutes les souverainetés que je viens d'évoquer. Voilà. Donc, si Trump peut et aussi parce que Trump encourage parfois des défiances vis-à-vis de la science. Enfin, c'est quelqu'un qui coupe des crédits à la science. Mais ça, c'est son problème, c'est pas le nôtre. C'est son problème à lui, que Trump soit pas un type bien, qu'il soit exaspérant, que ce soit un pervers narcissique et tout ce que vous voulez. Ça, c'est son problème à lui. J'ai pas dit ça. Non, mais moi je le dis, c'est le problème des États-Unis. Mais ce qui nous envoie comme message, au lieu de susciter l'ire, la colère, devrait susciter le réveil, comme le rapport Draghi. Et d'une certaine manière, la Chine aussi nous réveille. D'une certaine manière aussi, la guerre en Ukraine nous réveille, et on s'aperçoit que toutes ces souverainetés que je viens d'évoquer et que nous avons perdues sont le signe d'un immense déclin. Vous croyez à une volonté politique de l'Europe ? Parce que dans tous ces domaines qui touchent à l'éducation, donc vraiment, l'éducation, c'est un privilège des nations, qui touche à l'armement, privilège des nations, tout ça c'est régalien. Vous croyez à un réveil politique de l'Europe qui soit capable de fédérer des énergies ? Parce qu'il faut créer des géants de l'armement, il faut créer un sentiment supranational d'attachement à l'Europe et de défense de l'Europe. Enfin, tout ça paraît tellement compliqué. Je donne toujours cet exemple, il a fallu 20 ans pour imposer en Europe et dans le monde une prise d'iPhone universelle et de smartphone. C'est un très bon exemple. Mais oui, mais s'il faut 20 ans pour une prise de courant universelle pour brancher les téléphones, comment faire ? Mon ami, depuis maintenant très longtemps, je plaide comme Christian Saint-Étienne, dont j'ai beaucoup aimé le livre, pour une Europe à 10, voilà, c'est-à-dire pour une nouvelle Europe. Ça ne veut pas dire qu'on vire les autres, on ne peut pas les virer de toute façon, mais pour une nouvelle Europe, un nouveau traité de Rome, si vous voulez, avec les pays de la vieille Union européenne, avec les pays de l'Ouest, qui ont le même niveau à la fois économique et démocratique. Je pense que c'est le seul moyen de retrouver une Europe puissance. Pour l'instant, il n'y a pas d'Europe puissance. Donc ce que vous dites, non, je n'attends rien de l'Union européenne, alors que je suis très pro-européen, je ne suis pas du tout souverainiste, mais là, en l'occurrence, les souverainistes finissent par avoir raison. Luc, c'est la fin. On va se séparer avec la flûte de Julien Baudimont. C'est lui qui a conclu le concert de Noël Radio Classique hier au Théâtre des Champs-Élysées. C'est un petit bonus inattendu. Vous reconnaîtrez évidemment la flûte enchantée. Julien Baudimont avec l'orchestre Divertimento dirigé par Zaya Ziwani. C'était hier soir au Théâtre des Champs-Élysées.